Musée intime, musée intime, musée intime, musée intime. Musée intime, le podcast du musée dauphinois. Des pièces sombres, de la poussière éternelle, des sols et des murs vieillis par le temps, des voix qui tournent en boucle comme un disque rayé. Ces images collent souvent à la peau d'un musée, surtout quand il a dépassé la centaine. Parcourir les espaces du musée dauphinois, c'est découvrir pourtant une humanité bien vivante, des femmes, des hommes et des objets du passé qui ont tissé les fils de notre présent, et des femmes et des hommes du présent qui valorisent ces vies du passé, dans le but de donner à voir, à entendre, à toucher même l'histoire cosmopolite des Alpes. Ce podcast, Musée intime, vous invite à une traversée singulière de ce musée isérois, précurseur dans sa démarche ethnographique, à en explorer les collections cachées, mais touchantes à l'universel, à s'entretenir avec celles et ceux qui brodent les expositions, bref, à s'immiscer dans l'envers du décor d'un patrimoine des valeurs dépoussiéré par nos oreilles. Grenoble, à 3 jours des 10e Jeux Olympiques d'hiver. La politique du musée dauphinois, de longue date déjà, se soucie de regarder ailleurs qu'en Dauphiné. Vous travaillez combien d'heures par jour quand vous 12 heures. 12 heures par jour, Oui. à 14 ans. Soit des outils préhistoriques, soit des portraits, Une journée de printemps, de la pluie, de la neige, du vent. des enseignes de sabotiers ou de débits de tabac. Le mot macaroni, qui l'a inventé? Ben nous-mêmes. Épisode 2, les Alpes, le monde. Dans un premier épisode, on vous a raconté comment le musée dauphinois était né, guidé par l'idée de génie d'un homme, Hippolyte Müller, de raconter la vie des populations des Alpes dauphinoises en collectant leurs attributs et leurs histoires. Au fil du temps, au fil des hommes, le projet s'est affiné pour venir questionner l'histoire et la mémoire des populations immigrées vivant en Isère. Et le tournant se prend à la fin des années 70 dans la capitale des Alpes. Je crois qu'il faut encore une fois revenir à l'époque de la municipalité du Bedou, où le maire et son adjoint à la culture font le constat qu'il y a à Grenoble une population très diverse, qu'il faut quand même réussir à unir pour pouvoir concevoir son développement, son avenir. Ça veut dire la reconnaître dans toutes ses composantes, les plus diverses qui soient. C'est là qu'on s'arrête, avec cet homme, Jean-Claude Duclos, nommé conservateur du musée dauphinois en 1981. Il le dirigera de 2000 à 2011. Müller l'avait déjà fait, puis lui-même. Il disait le génie alpin, en fait, est le produit de tous les nombreux flots humains qui ont parcouru les Alpes. C'est un peu cette même idée-là que nous avons, nous, essayé d'exploiter autant que nous l'avons pu, en donnant effectivement la possibilité à ces communautés d'origines diverses de s'exprimer à travers le musée et d'être ainsi reconnu comme une partie de la communauté d'aujourd'hui. Je suis fils de Coratin. Aldo d'Introno, 10 octobre 1988. Issu d'une famille de 7 enfants. Mon père avait 38 ans quand il est mort et moi j'en avais 18. À partir de là, j'ai dû travailler dans le milieu rural parce que chez moi, il n'y avait que moi qui pouvais gagner un morceau de pain. Tous mes frères et mes sœurs, ils étaient moins jeunes que moi. J'avais 3 sœurs derrière moi. Alors on a tiré comme on a pu pendant 2 ans. Et puis, étant jeune, je me faisais des idées, comme tout le monde, de l'émigration. Et étant donné que je ne voulais pas aller travailler justement à la campagne, j'aimais pas. Alors à partir de là, j'ai cherché à émigrer. Beaucoup de Grenoblois sont d'origine coratine, de cette ville du sud de l'Italie, arrivée dans les années 20 par là, dans des circonstances assez douloureuses. Le maire, à l'époque, nous dit d'associer ce jumelage à une exposition. Moi, j'ai pris bien sûr la balle au bond, d'autant que je ne connaissais rien de cette ville, de ses habitants. Donc j'ai commencé par y aller, retrouver les membres des familles qui étaient partis à Grenoble pour comprendre un peu mieux les conditions de leur départ, puis de leur installation, etc. C'est ça qui a donné naissance à l'exposition qui s'appelait Corato Grenoble, qui a permis de mettre en place, disons, une démarche qu'on a reproduite après
à plusieurs reprises, quoi. D'Isère et du Maghreb, mémoire d'immigrés. Nunavik en terre inuite. Grenier et protection dans l'Atlas marocain. Tsigane. D'Isère et d'Arménie. La vie de Bohème. Histoire d'une communauté. Des samouraïs au Kawaii. Des samouraïs au Kawaii. Histoire croisée du Japon et de l'Occident. Français d'Isère et d'Algérie. Un air de famille. Tibet en exil. Beria à Grenoble. Le Dalai Lama et le bouddhisme tibétain. Tevezzaros à Budapest. Ce que nous devons à l'Afrique. 2 quartiers de ville en changement. Un air d'Italie, la présence des Italiens en Isère. Les Grecs de Grenoble, les costumes de la Grèce traditionnelle. Tibétain, peuple du monde. Les difficultés, c'était pas les difficultés morales, c'était plutôt les difficultés physiques. Gohar Sekian, 28 janvier 1997. Parce qu'il fallait du temps pour apprendre la langue, il fallait du temps pour arriver à un point, il fallait du temps. Tout simplement, c'était une question de temps. Et donc, ces difficultés ont été là durant la première période. On avait déjà acquis une base des études là-bas, et on peut dire que dans les systèmes soviétiques, les études sont plus dures. Et donc, grâce à cette culture, cette connaissance qu'on a pu retrouver bien sûr notre place, sinon on n'aurait pas pu arriver et sans rien de se retrouver dans une société, travailler dans une société. Non, c'est pas possible. C'est surtout les Arméniens qui parlaient de la double fidélité, c'est-à-dire l'entretien de ce qui faisait qu'ils restaient arméniens à travers la religion, à travers la langue, tout un patrimoine oral, quoi, d'histoire, de musique aussi. Cette double fidélité, moi j'en ai ressenti l'existence à chaque fois, quoi. C'est qu'il s'agisse des Kouratins, des Algériens d'origine, puis ensuite des Grecs, des Arméniens, etc., quoi, Je me suis rendu compte après que c'était pas aussi évident que ça par rapport au modèle d'intégration qu'on avait mis en place en France, puisqu'il s'agit en fait ni plus ni moins que d'oublier, quoi, ce qu'on a été. Et je pense que c'est ce qui fait problème actuellement en France. C'est ce modèle basé sur une intégration qui finit par nier tout, quoi, des origines. Petit à petit, ce musée de territoire se positionne parmi les grands et devient une référence sur le fait migratoire, au point de participer à la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris. Et puis, au début des années 2000, le musée se frotte aux mémoires de la colonisation. Français d'Isère d'Algérie était une conséquence de l'exposition précédente d'Isère et du Maghreb. La parole occupait une place dominante. Et moi, quand j'entends parler d'intégration, ça me fait rire. Rencontre avec les membres de l'association Moirans Projet d'Avenir, 26 mai 1999. Où c'est que je dois m'intégrer, moi? Je suis né là en France, je suis né à Tullin, à 5 km d'ici. On est français, je crois, on est tous français. J'ai été à l'école avec tout le monde. J'y suis pas resté longtemps, mais j'ai suivi le même mouvement que tout le monde. Alors maintenant, quand on me demande si je suis français ou pas, moi ça me fait planer, ça me fait rire. Je veux dire, même quand on va chez nous dans notre pays, quoi, moi personnellement, quand je vais chez alors moi... c'est le problème, même quand on va dans notre pays, c'est pareil. Immigré. Ouais. Ici, ça le bougnou. Oh. Entre les deux, on se retrouve... C'est vrai, ce que je veux dire, on est vraiment... C'est ce que je voulais vous dire. Sur une corde, c'est grave. On n'est pas... C'est grave. Ces minots, ils sont perdus, ils savent plus qui ils sont, ils savent plus qui... On sait pas ils comment entendent parler du bled. On s'en tape. On est en France, on a déjà assez de problèmes en France pour aller s'occuper du bled. Et c'est vrai. Nous sommes ici parce que nous avons été colonisés. Et donc l'exposition commençait par ça, par cette phrase-là. Mais cette phrase a fait réagir de façon très très virulente les associations de rapatriés, les associations de pieds noirs, de Grenoble et de l'Isère qui ont très très mal pris ça et qui ont même demandé à ce que ces propos soient retirés de l'exposition, en les trouvant infamants, parce que avaient le sentiment d'avoir fait beaucoup de bien en Algérie et que ce bien n'était pas reconnu du tout, voire même nié, ce qui était totalement injuste. Ces associations sont d'abord adressées au président du Conseil général. Et ce président leur a dit, écoutez, je crois que le mieux ce serait que vous en parliez avec les
les gens du musée dauphinois plutôt qu'avec moi. Et ils ont fini par effectivement venir au musée et nous avons d'abord entendu leur récrimination, qui était très virulente, et qui nous ont acheminés petit à petit vers le projet de faire avec eux une exposition qui s'est appelée donc Français d'Isère et d'Algérie, pour en fait retracer un peu tout le parcours de leur et ceux de leurs ancêtres, quoi, puisque là on remonte à 1832, je crois, à la conquête de l'Algérie en fait. La muséographie participative, chère à Jean-Claude Duclos, est née. Et elle restera dans l'ADN du musée dauphinois jusqu'à aujourd'hui. Elle commence dans la constitution du comité consultatif qui se met en place au moment où l'initiative de l'exposition est prise. Et où on prend soin effectivement de constituer une assemblée dont les membres sont à part égale des représentants de la communauté en question et des chercheurs, des universitaires, des experts. Ça relève, si vous voulez, de cette vieille, déjà ancienne à l'époque, habitude, qui était d'ailleurs aussi déjà en œuvre au musée dauphinois, à travers du concept d'habitants experts. Et à travers, après l'écomuséologie, on a mis en évidence que les habitants d'un territoire ont un savoir propre qui est aussi important que celui des universitaires, des chercheurs qui, eux, par d'autres voies, ont enrichi la connaissance du territoire et de l'histoire dans lequel ces habitants vivent. Il fallait prendre tout ça en commun, quoi. Mettre en rapport ces savoirs, essayer de leur donner égalité, quoi, hein, de pas en faire dominer un par rapport à l'autre, mais au contraire de les faire se rencontrer. Et ça a souvent été très fructueux, ça. L'exposition sur la Chartreuse, je suis allée au vernissage de celle-là. Et il y avait sur les montagnes, les gens des montagnes. C'est les deux que j'ai visités. J'ai été voir une fois, je crois que la dernière c'était sur l'Italie. Bon voilà, après je me souviens plus bien, mais bon il y avait des vieilles photos et des histoires entre les Italiens d'ici et les Italiens. Bon, voilà. Je ne sais plus comment elle s'appelait, sur les Esquimaux, je ne sais plus, pôle Nord, pôle Sud. Alors, l'exposition sur les Italiens, celle-là j'avais beaucoup aimé. Sur les Tziganes aussi. La dernière que j'ai vue, c'est sur les refuges. Bien sûr que à chaque fois, c'est une reconnaissance et même parfois un peu plus, une sorte de tribune, quoi, qu'on donne à ces communautés pour s'exprimer, exister. Ça me paraît très intéressant, le caractère éphémère de l'exposition. C'est un moment, quoi, qui s'achève et qui, en fait, quand on le voit, a posteriori, constitue une étape souvent. Une étape dans l'histoire de la mémoire de ces groupes-là. Musée intime. Musée intime. Musée intime, le podcast du musée dauphinois. Merci à Jean-Claude Duclos et Olivier Cogne, Jean-Max Denis pour le fonds d'archives, Mathilde Buzaré et Agnès Jonker, les passants grenoblois et tous les membres du musée dauphinois qui ont prêté leur voix. Une réalisation de Clémentine Métainier.